Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin pour un épisode dédié exclusivement sur le système de vote électronique, comment ça fonctionne, quels sont les dispositifs actuels. On verra que ceux actuels, on va dire étatiques, sont assez critiquables. On verra surtout que la blockchain, elle, permet vraiment une révolution en simplifiant grandement la conception d'un système de vote électronique, à tel point que de modestes youtubeurs comme moi puissent concevoir de tels systèmes. Je vous parlerai donc de mon projet Condorcet, d'une manière, on va dire, assez simple au début pour le podcast et pour l'article, et d'une manière détaillée à la suite de cette vidéo YouTube. C'est parti donc pour un épisode dédié sur le vote électronique. Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine a calculé soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit Click and collect, Break Friday. Récupération, quoi. Non mais maintenant on va parler anglais. C'est parti donc pour cet épisode dédié au vote électronique, aussi bien avec l'article de fond qu'avec le projet que je vais vous présenter par la suite, car les solutions étatiques échouent les unes après les autres, et si la blockchain était la solution, aujourd'hui un vote électronique fiable semble illusoire, les déboires s'accumulent. Côté américain, les machines de vote sont notoirement corruptibles. Des hackers éthiques ont piraté l'une d'elles en seulement 24 heures au dernier DEFCON 2024. L'administration a pris note de cette faille, mais n'a pas procédé à aucune mise à jour avant les élections, car le délai était trop court. Vous avez bien entendu, les dernières élections américaines se sont passées sur des machines de vote qui ont été hackées en août dernier. Voilà. Une américaine a écroué de 9 années de prison pour avoir manipulé des machines durant les élections de 2024. Et oui, on découvre avec stupéfaction dans cette affaire que ces machines de vote, en plus d'être piratables, possèdent une sorte de rôle admin capable de tout faire dans la machine. Sans oublier le vote par correspondance, lui aussi peu fiable, en oubliant de ramasser des bulletins de vote dans certains quartiers, le facteur peut favoriser un candidat. Typiquement, si on sait qu'un quartier vote majoritairement pour Donald Trump, en oubliant un peu de ramasser les bulletins de vote dans ce quartier, on favorise le candidat démocrate et réciproquement. On peut aussi plus facilement bourrer les urnes en faisant voter des personnes qui ne sont pas déplacées au bureau de vote. Ça a été les gros soupçons qu'il y a eu durant les élections de 2020. On voit des dépouillements, par exemple, dans certains États, où les bureaux de vote sont fermés, les dépouillements se passent, ça donne une victoire pour Donald Trump, et au dernier moment, on sort des paquets entiers de bulletins de vote par correspondance en faveur de Joe Biden, et c'est Joe Biden qui gagne. Ce qui a donné des graphiques qui, eux, sont réels, hein, c'est des graphiques où on voit la progression des dépouillements de Joe Biden qui, hop, fait comme ça à la fin du fermeture du bureau de vote en disant que ces bulletins sont arrivés par correspondance. Donc la courbe existe, elle est vraie. Maintenant, est-ce que c'était véritablement comme ça que ça s'est passé ou est-ce que ça a été truqué? Je laisse ça à l'histoire pour nous le dire si c'était une théorie conspirationniste. Côté suisse, la Poste tente depuis des années de concevoir un système de vote en ligne. Si les premiers essais se faisaient souvent hacker facilement, hacker par n'importe qui, le nouveau système semble fiable d'après les tests, à condition de faire confiance aux multiples codes de sécurité envoyés par lettre à chaque élection. Et oui, vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien en description. Le système de vote électronique qui est actuellement testé en Suisse on va dire un chef-d'œuvre de recherche en cryptage avec des algos de chiffrement asymétrique, des mixages d'algamal avec preuve de divulgation nulle, enfin tout un truc incroyable fait par les meilleurs chercheurs du pays qui sont à l'EPFL ou à l'ETH, mais à la fin tout repose sur le fait que l'utilisateur reçoit des codes par lettre et que par conséquent ces lettres et ces codes n'ont pas été interceptés, divulgués ni altérés. Donc au revoir pour tout système de vote électronique et décentralisé. Pourtant, avec des innovations comme la blockchain, les hardware wallets ou les preuves à divulgation nulle, on n'a jamais été aussi proche. Alors pourquoi cela bloque-t-il? Aucun des exemples n'utilise ces technologies, elles sont relativement innovantes. Or, les tentatives de vote électronique sont majoritairement soutenues par des États qui ne veulent pas entendre parler de la blockchain. Aussi, je ne prédis aucun vote électronique fiable venant d'un État ou d'une organisation étatique, si tant est qu'il souhaite un système de vote réellement incorruptible. La blockchain, elle, résout beaucoup de problèmes
car la blockchain et les technologies annexes résolvent tous les problèmes liés à l'infrastructure, à savoir la transmission et le stockage des bulletins de vote. Plus en détail, un système de vote doit avoir un vote immuable et hérodaté. Ça tombe bien, la blockchain est immuable et hérodatée. Un système de vote ouvert, auditable et décentralisé pour que chacun puisse être autonome. Ça signifie qu'on ne doit pas faire confiance à un site web uniquement, une machine de vote ou des auditeurs qui ont été homologués et certifiés comme bons. Non, il ne doit pas y avoir un système de homologation et de certifié comme bon. Chacun doit pouvoir, par lui-même si nécessaire, interagir avec cette blockchain pour voter. Chacun doit pouvoir concevoir son système pour voter, concevoir son système, on va dire, pour auditer. C'est-à-dire, il y a une sorte de protocole ouvert et chacun doit pouvoir, en appliquant ce protocole ouvert de cryptage, concevoir son logiciel, son application de vote. Il ne doit pas y avoir une application, une machine, un site web, un auditeur homologué pour tout faire. Ça doit être ouvert et chacun doit proposer une implémentation s'il le souhaite et s'il n'a pas confiance avec l'implémentation d'autres personnes. Ça tombe bien, la blockchain est auditable, décentralisée et ouverte. Et enfin, on ne peut voter au nom d'une personne et le votant ne peut répudier son vote. Ça, ce n'est pas la blockchain qui répond à cette problématique-là, mais c'est les fameux wallets. C'est-à-dire qu'en plus de la blockchain, aujourd'hui, il y a une véritable démocratisation d'appareils de cryptage grand public, aka les wallets. Un wallet, c'est ce qui va détenir vos clés privées et ce qui vous permet de faire des signatures ou toute autre opération mathématique pour faire des opérations, des transactions sur une blockchain. Donc à l'heure actuelle, la blockchain a permis déjà d'avoir une véritable démocratisation de logiciels, voire même de dispositifs électroniques de cryptage grand public que tout le monde peut acheter, tout le monde peut utiliser. Un système de vote peut donc parfaitement utiliser ce système qui est déjà largement utilisé par des millions de personnes à travers la Terre, où chacun a son application mobile à lui, son dispositif électronique à lui venant d'une marque ou d'une organisation qu'il considère comme fiable pour faire des opérations sur la blockchain à travers cette application, ce dispositif électronique. Et c'est très utile d'avoir déjà ces dispositifs grand public pour faire un système de vote en ligne. La blockchain et le wallet de l'utilisateur permettent de s'assurer que le vote fait sur la machine est transmis sans altération avec sa preuve d'authenticité et qu'une fois transmis, le vote devient immuable et incensurable. Il ne reste plus qu'à garantir les règles autour du vote, à savoir prouver que le vote est légitime, c'est-à-dire qu'il provienne d'un votant enregistré et que le votant n'ait voté qu'une fois. Il faut aussi pouvoir garder le vote anonyme et garder le vote secret jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au dépouillement. Dans ce cas, ni la blockchain ni le wallet ne résolvent les 10 problèmes. Il faut concevoir un logiciel de cryptage pour le faire, mais bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas les premiers à vouloir intégrer la blockchain et le wallet utilisateur pour fournir un service en ligne. On peut déjà, depuis son navigateur, aller sur compound.finance pour créer un crédit, unisap.org pour échanger des cryptoactifs, renforcer son anonymat sur tornado.cash ou parier sur Polymarket. Tous ces services font partie du fameux Web 3, c'est-à-dire des services web reposant sur la blockchain, le wallet utilisateur et des formules mathématiques. Ils n'ont pas d'infrastructure avec un serveur centralisé, ils n'ont pas de rôle admin, ils sont disponibles mondialement depuis votre navigateur et directement connectés à une blockchain. Autrement dit, il y a déjà aujourd'hui des services en ligne qui sont à la fois connectés sur la blockchain pour avoir des données immuables et décentralisées, à la fois intégrés à travers le wallet utilisateur pour permettre à l'utilisateur de faire des opérations mathématiques depuis son wallet, des opérations de cryptage, et il y a un logiciel au milieu qui fait l'intermédiaire et qui applique des règles mathématiques pour soit faire des crédits, soit anonymiser davantage les transactions, soit échanger des crypto-monnaies entre elles, soit faire des paris. Donc en fait, tout l'écosystème existe, il n'y a plus qu'à coder. Et c'est ce que j'ai fait avec le projet Condorcet, ou du moins c'est ce que je compte faire avec le projet Condorcet. Bien que conçu autour de cryptage moderne, ce projet qui se veut être un système de vote électronique par blockchain ressemble à un système de vote assez classique. Je vais vous expliquer pourquoi, grosso modo, ici, pour ceux qui écoutent le podcast,
et ceux qui lisaient l'article, et en détail dans ma vidéo YouTube. Dans un système de vote classique, le secret du vote est préservé par une enveloppe. Dans le monde du cryptage, l'enveloppe devient un chiffrement asymétrique. C'est-à-dire que le votant est capable de chiffrer son vote par une clé disponible sur Internet, mais une seule personne peut, le moment venu, tout déchiffrer pour révéler le vote. On pense au chiffrement asymétrique RSA, c'est celui derrière HTTPS, mais il y a mieux pour ce cas, car si l'on se repose sur une seule personne pour tout déchiffrer, alors cette personne est en mesure de connaître les votes en avance. L'idéal est de partager la responsabilité entre plusieurs personnes. Ils doivent tous déchiffrer à leur tour pour révéler les votes. On va donc utiliser un chiffrement Elgamal pour ce faire. L'idée de cet algo vient d'un projet de vote qui est utilisé actuellement à l'EPFL et qui utilise le fameux chiffrement Elgamal. Le problème, si on peut dire, c'est que les chercheurs continuent d'utiliser Elgamal pour anonymiser le vote, ce qui les conduisit à des problèmes de performance. Autrement dit, avec Elgamal, on peut à la fois chiffrer le vote pour le déchiffrer uniquement le moment du dépouillement à travers des personnes, c'est-à-dire que, mettons, 4-5 personnes doivent à leur tour déchiffrer pour avoir accès au vote, ce qui crée un système de dépouillement. C'est-à-dire à la fin, seulement 4-5 personnes, mettons, ont une clé pour déverrouiller l'urne. Elgamal permet vraiment de reproduire ça, c'est-à-dire à la fin, 4-5 personnes doivent se mettre d'accord pour déchiffrer tous les bulletins de vote, un peu comme on va ouvrir une urne. Le problème de faire après l'anonymisation des votes avec Elgamal, c'est que ça fait un mélangeur, on va dire, pour ceux qui veulent, c'est un mélangeur homomorphique, ça s'appelle MixNet je crois, et c'est extrêmement lent. C'est ce qu'utilise le PFL, c'est ce qu'utilise également le système de vote en Suisse, c'est extrêmement lent et ça rajoute des surcouches où l'anonymisation se fait dans le serveur, ce qui fait qu'il faut après avoir des preuves comme quoi tout s'est bien passé, ça complexifie grandement les choses. Mon changement tient, on va dire, précisément à cet endroit-là, puisque j'utilise un système de signature en cercle pour anonymiser les votes. C'est-à-dire que de même que dans le vote classique, on vérifie que les votants sont légitimes avant de mettre l'enveloppe dans l'urne, et ainsi lors du dépouillement, on ne sait pas qui appartient à l'enveloppe, mais on sait qu'elle vient d'un groupe de votants légitimes, puisqu'elle provient de l'urne et que tous les votes qui ont été mis dans l'urne ont été vérifiés comme légitimes. Avec des signatures en cercle, on a le même procédé. Le votant fait une signature qui n'est pas rattachée à lui, mais à un groupe de votants. En jouant sur la construction de la signature, le système Condorcet permet de s'assurer que le votant ne vote qu'une seule fois, qu'il provient bien d'un groupe de votants légitimes, tout en fonctionnant avec autant de votants que nécessaire. C'est-à-dire, contrairement au système avec Elgamal, on peut voter avec des milliers, des centaines de milliers, des millions de votants, ce qui est actuellement une limite avec les systèmes cités plus haut. Pour ceux que cela intéresse, tous les détails sur ce système sont décrits dans ce PDF ici. Le projet vient juste de démarrer, son code source est disponible ici, et je vais décrire plus précisément ce projet d'ici quelques minutes pour ceux qui sont sur YouTube dans la vidéo. J'espère que mon système est prometteur, mais je ne pense pas avoir la solution définitive à cette problématique. Toutefois, je parie que comme pour le Bitcoin, la réponse viendra d'une initiative privée, s'appuyant sur une créativité et la simplicité plutôt que sur une montagne de cryptage complexe, et surtout sur les dernières innovations, notamment la blockchain et l'utilisation des hardware wallets ou des software wallets, et non sur un groupe de travail bureaucratique reposant sur des normes et des technologies vieillissantes. Merci à vous de m'avoir écouté, et pour ceux qui continuent sur YouTube, je vais vous expliquer plus en détail ce projet Condorcet. Donc j'ai fait une documentation pour expliquer Condorcet, c'est pas un papier académique, hein, je ne suis pas chercheur, je suis ingénieur. Donc moi je parle avec des blocs, des flèches et des tables, on verra, et pas avec des équations mathématiques trop complexes. Et ça a donné cette documentation qu'on va parcourir ensemble où j'explique le cheminement de comment j'ai construit Condorcet pour pallier tous les problèmes. Tous. On verra. Donc ça a été construit à travers les signatures en cercle. Comme je l'ai dit, les signatures en cercle sont quelque chose d'assez incroyable, où au lieu de faire une signature avec juste sa clé privée à soi, qui fait que la signature est directement liée à soi, on peut faire une signature avec sa clé privée et la clé publique des autres personnes, et ainsi la signature est reliée au groupe. Elle est reliée au groupe sans avoir eu besoin de l'aval du groupe et sans avoir eu besoin
une quelconque interaction avec les autres membres du groupe. C'est-à-dire que chacun peut faire dans son coin une signature en cercle qui montre qu'on appartient à un groupe de personnes, que la signature provient d'un groupe de personnes. Et ça, c'est très intéressant pour faire un système de vote, bien évidemment. El Gamal Cipher, moi je l'utilise uniquement en termes pour pouvoir chiffrer les bulletins de vote afin de les garder secrets et de surtout faire en sorte que le dépouillement se fasse avec l'aval de plusieurs personnes. J'aurais très bien pu utiliser l'algorithme RSA, mais RSA repose que tout est sur une seule personne pour déchiffrer. Alors qu'avec El-Gamel, on peut faire reposer le déchiffrement sur plusieurs personnes, et donc les bulletins de vote seront aussi dépouillés que si plusieurs personnes sont d'accord, ce qui rajoute un peu plus de sécurité. Et enfin les hardware device, ça c'est hardware wallet notamment, c'est juste incroyable, c'est-à-dire que la blockchain a permis à des millions de personnes actuellement, quand je dis des millions, c'est plus que des millions, rien que Ledger, on en a vendu plus d'1 million de ces appareils. Donc ça a permis à plusieurs millions de personnes d'avoir accès à un dispositif sécurité qui avant était réservé aux chefs d'État, aux agents secrets, aux experts en sécurité. Enfin, avoir un hardware device, c'est avoir un dispositif que l'on a acheté soi, qu'on a confiance, dans lequel on a nos clés privées, et ensuite on peut librement aller, on va dire, le brancher à travers un site web ou une machine pour utiliser des services en ligne, sans avoir confiance sur le service en ligne, parce que tout ce qui est mathématique et cryptage se fait dans le hardware device. Donc c'est un dispositif qui était à la base réservé un peu à une élite sur Terre, et que la blockchain a permis de démocratiser au point que maintenant des millions de personnes ont ce dispositif, et on aurait tort de s'en priver. Par la suite, j'appelle l'organisateur, celui qui organise une élection, ou un vote en général, le voteur, le votant, celui qui participe et qui est légitime du point de vue de l'organisateur à participer au vote. Manufacturer, c'est un fabricant de hardware wallet. Ensuite, il y a un nœud. Ce que j'appelle un nœud, c'est ce qui va faire le pont entre, on va dire, le hardware wallet de la personne et la blockchain. Et même, il y aura, je pense, forcément besoin de nœuds, ne serait-ce que pour valider les données qui sont sur la blockchain et analyser la blockchain et mettre à jour la blockchain. Il va y avoir besoin de nœuds, donc c'est ça la nomination des nœuds, c'est ceux qui font tourner le réseau, on va dire, Condorcet, qui tourne au-dessus d'une blockchain. C'est-à-dire la blockchain est juste là pour enregistrer les données, et les nœuds vont être là pour valider les données et faire le décomptage des votes, et ainsi de suite. C'est parti, première étape, un enregistrement. Donc comment ça se passe un enregistrement dans le système Condorcet? L'organisateur publie toutes les données liées à l'élection sur la blockchain, à savoir les choix possibles. Donc oui, non, les noms des personnes, si c'est une élection. Est-ce que c'est un choix simple? Est-ce que c'est un choix multiple? Est-ce que l'utilisateur doit trier par ordre croissant ses préférences ou mettre des points? Absolument, tous les systèmes d'élection sont possibles. Donc il paramètre tout ça sur la blockchain, ça lui donne un identifiant d'élection unique. Ça signifie que chaque élection a un identifiant unique. L'organisateur vérifie l'identité du votant, donc tout bonnement il vérifie sa carte d'identité. Il donne l'identifiant de l'élection, le votant va dériver sa clé principale qui est dans son hardware wallet. Quand je dis le votant, c'est le hardware wallet, concrètement. C'est-à-dire, c'est le votant, mais c'est pas lui qui va faire les opérations à la main. C'est le hardware wallet, il va lui dire, voulez-vous participer à l'élection américaine 2024? Oui, tac, ça, il appuie sur Entrée. Et le hardware wallet va donner donc une clé publique dérivée de la clé principale du hardware wallet. Et tout ça part à travers les nœuds qui vont l'enregistrer dans la blockchain. Alors comme je suis développeur, je parle souvent avec des tables. Donc voici une table. Donc le fameux John Doe a sa clé publique qui est un tel. Et pour ce type, pour le vote US 2022, 2023, enfin bref, ce qu'on veut. Donc ça c'est la table des registrations. La personne avec son entité propre, sa clé publique qui est liée à son hardware wallet et le vote dans lequel il s'est enregistré. On remarque qu'on peut bourrer les urnes, c'est-à-dire que l'ordinateur peut très bien enregistrer qui il veut, y compris des personnes qui à base ne voulaient pas et pour lesquelles il va peut-être essayer de faire voter. L'ordinateur peut très bien faire venir des personnes en générant lui-même la clé publique, donc bourrer les urnes.
C'est un problème qu'on a avec le vote actuel en papier, le vote à correspondance et même le vote électronique aussi de nos amis suisses. C'est le même problème. Dans ce cas de Condorcet, on ne peut pas le résoudre totalement, mine de rien, ce problème, mais on peut le résoudre en utilisant les hardware wallets. Puisque si les hardware wallets viennent avec des certificats dedans, c'est-à-dire si le fabricant du hardware wallet met un certificat prouvant que ce hardware wallet a bien été fabriqué par ce fabricant dans son usine, et bien en fait on va pouvoir mettre le certificat du hardware wallet dans le registre. C'est-à-dire qu'en plus de donner sa clé publique, le votant signe le certificat de son hardware wallet. Et ce qui fait que maintenant, si on souhaite bourrer les urnes, on peut, mais il faut que ça soit lié à un hardware wallet qui a bel et bien été fabriqué, acheminé et ainsi de suite. Donc si on veut bourrer les urnes, ça complique énormément la chose et c'est de loin le système de vote le plus compliqué à bourrer les urnes, puisque maintenant pour chaque vote que vous voulez bourrer, entre guillemets, il va vous falloir vous acheter ou concevoir ou fabriquer, que sais-je, un hardware wallet certifié, on va dire, avec un certificat qui fonctionne, et donc ça laisse beaucoup de traces si on souhaite bourrer les urnes. Place au vote. Alors comment est-ce qu'on vote? Là, on rentre dans le dur. Au moment d'élection, un votant se connecte à la machine, prend son hardware wallet, il le connecte à la machine au site internet, il donc communique avec les nœuds Condorcet. On lui redonne ce qui a été mis en place sur l'élection, c'est-à-dire l'ID de l'élection, les choix possibles, donc oui, non, les noms des personnes, choix multiples, choix simples, et la liste des clés, c'est-à-dire toutes les clés des votants enregistrés à cette élection. Le votant fait son vote, il renvoie son vote avec la signature en cercle. Ce qui donne le vote, alors ici il est en clair, mais après évidemment que j'ai le chiffré, mais pour l'instant, pour la compréhension, il est en clair. Donc le vote oui ou non, ou machin x, y, z, la liste des clés publiques utilisées dans la signature en cercle, et vous verrez que c'est là où tout se joue, et la signature. Voilà. Première cas de figure, vous voyez que premièrement, on peut très bien voter oui, on peut très bien voter non, alors que ça se trouve c'était avec un choix unique. Bah oui, c'est-à-dire que là, moi je sais que ça a été fait dans ces personnes-là. Si en dessous j'ai une autre signature qui dit no avec la liste des clés publiques, notre signature, je la considère comme valide. Alors que si ça se trouve, c'est la même personne. Bon. Alors je considère aussi dans Condorcet qu'une signature qui a été faite avec le même message à signer, le même liste de clés publiques et la même clé privée donne la même signature. C'est-à-dire qu'il y a une unicité dans tout ça. Il n'y a pas d'oracle aléatoire dans mon implémentation de signature en cercle. Et c'est un peu actuellement le maillon faible. C'est un sujet actuellement de recherche de réussir à faire de telles signatures. J'en ai vu passer, mais il faut encore que je me renseigne dessus. Donc c'est un système de signature en cercle où le contenu d'un vote, le contenu de la signature, la liste des clés publiques, la liste et la clé privée donnent la même signature si on refait les mêmes données d'entrée. Donc en gros, les mêmes données d'entrée donnent la même donnée de sortie. Il n'y a aucun aléatoire, il n'y a aucun procédé aléatoire ou de seed ou de graines ou de nonte dedans. C'est important. Mais malgré ça, je peux toujours voter non ici, en plus du oui. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait? C'est que le votant va devoir signer la liste des clés publiques. Vu que la liste des clés publiques, elle est la même pour un vote, si je signe cette liste de clés publiques, et ben cette signature-là sera unique par votant. Donc en votant avec oui, non, ou ce que vous voulez comme texte, la liste des clés publiques utilisée, la signature comme quoi j'ai voté le oui ou le non, et la signature de la liste des clés publiques, ça garantit que un votant ne peut faire un seul vote parce qu'il ne peut faire qu'une seule signature comme ça. Donc cette signature, elle va être unique pour chaque votant et chaque élection. Maintenant, c'est là le point un peu le plus compliqué, il faut s'accrocher. C'est un peu le même problème qu'avant, c'est-à-dire que je sais que ce vote est légitime parce qu'il provient de cette liste de clés. Donc si jamais je signe avec toutes les clés
présente dans l'élection, c'est OK. Encore une fois, la même liste de clés, avec le même contenu, et la même votant, c'est-à-dire la même clé privée, donne le même contenu. Donc là, OK, le votant ne peut faire qu'une seule et unique vote s'il utilise toute la liste de clés. Parce que s'il commence à utiliser une partie seulement de la liste de clés, pas toute, mais seulement une partie, eh bien, il peut faire autant de votes légitimes qu'il veut. C'est-à-dire, si par exemple on a 1 million de clés publiques, et qu'on n'utilise que 1000 de ces clés publiques, il va pouvoir voter yes, 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 limite autant de fois qu'il veut, enfin autant de fois qu'il y a de combinaisons 1000 dans 1 million, donc un paquet de fois, ça sera toujours des votes légitimes. On verra que ça sera un yes qui provient de ce groupe de votants, c'est légitime, ok, ça passe. Et vu que le groupe de votants, le groupe de listes publiques, le liste de clés publiques de signature change à chaque fois, ça va aussi changer à chaque fois, et donc ce fixe ne fonctionne que si il faut aussi que la liste des clés publiques soit unique par votant et par élection. Sinon, on peut voter autant qu'on veut par élection. Donc, il faut que la liste des clés publiques qu'on donne à un votant soit unique. Si c'est lui qui peut la choisir parmi plein, il peut voter autant de fois qu'il veut. Mais deuxièmement, si jamais la liste des clés publiques, donc en gros, si on a une élection qui fait 1 million de votants, on ne peut pas faire les ring signatures avec 1 million de clés publiques. Ça prendrait trop de temps. Donc au bout d'1 million, même au bout de je pense 100 000, peut-être moins, il faut qu'on arrive à découper les clés publiques les unes en paquets. Si jamais l'utilisateur choisit le paquet qu'il veut, il peut voter autant de fois qu'il veut. Si jamais c'est l'organisateur qui lui dit c'est ce paquet-là et pas un autre, ok, mais si c'est l'organisateur qui choisit méthodiquement la liste des clés que vous allez utiliser pour signer, bah, il peut vous donner que des clés factices. Il peut vous donner que des clés qui ne sont pas liées à des votants en chair et en os. Et quand vous allez faire votre signature en disant « je proviens de ce groupe de votants », il sait que dans ce groupe de votants, il n'y a que vous. Vous voyez un peu l'arnaque. Donc le groupe de clés, la liste des clés qu'il faut dans ce système Condorcet, c'est là où il y a tous les enjeux, et c'est là qui m'a pas mal fait réfléchir. D'une part, si elle dépasse 1000, 10 000, 30 000, 1 million, le temps de calcul devient impossible à faire. Donc il faut en faire des sous-groupes, c'est-à-dire qu'un votant ne va pas utiliser toutes les clés publiques devenant de l'élection, ça prendrait trop de temps, trop d'espace disque, trop de machin. Si c'est lui qui choisit l'échantillon, qui va choisir de clés publiques pour faire la signature, il va pouvoir voter autant de fois qu'il veut. Si c'est l'organisateur qui choisit l'échantillon qui donne au votant, il va pouvoir casser l'anonymat du votant. Donc comment faire pour échantillonner les clés publiques afin qu'il y ait une seule et unique liste de clés publiques par votant et que cette liste de clés publiques ne peut pas être décidée en avance par l'organisateur. Et face à ce gros problème, j'ai trouvé une solution fort simple qui consiste à regrouper les clés publiques par les bits au début. C'est-à-dire, imaginons qu'on a 2000, une élection avec, mettons que la limite, c'est un peu toutes les mathématiques que vous voyez ici, mais ça se résume ainsi. Imaginons qu'on définit que la limite de clés publiques qu'on peut signer avec, c'est 1000. Et qu'on a une élection avec 2000 personnes. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les groupes de clés publiques en disant, il y a ceux qui, en binaire, les clés publiques commencent par 0, et ceux qui, en binaire, les clés publiques commencent par 1. Donc, ce qui fait que chaque électeur va regarder sa clé publique et va dire, la mienne commence par 0, donc je vais chercher toutes les clés publiques qui commencent par 0. La mienne commence par 1, je vais chercher toutes les clés publiques qui commencent par 1. L'organisateur ne peut pas forcer un utilisateur à utiliser une clé ou une autre, c'est mis de manière assez aléatoire, et le votant ne peut pas choisir sa liste de clés à lui, et sa liste de clés est unique, c'est-à-dire ce sera toutes les clés qui commencent par 0, toutes les clés qui commencent par 1 dans notre exemple. Et si jamais, par exemple, on passe d'une élection de 2000 à 4000 personnes, et bien ça signifie qu'on augmente le nombre de bits qu'il faut aller chercher au démarrage, c'est-à-dire que ce n'est pas juste les 0, 1, ça va être ceux qui commencent par 0, 0, 0, 1,
1, 0, 1, 1. Donc l'utilisateur va dire, ah bah moi je commence par 0, 1, donc je vais aller chercher toutes les clés publiques qui commencent par 0, 1. Et si jamais il y a 1 million d'électeurs dans une élection, ou même 100 millions d'électeurs, et ben vous allez regarder, il y aura un nombre qui sera défini en disant, pour 100 millions d'électeurs, vous devez aller choisir les 6, 7, 8, 9, 10 premiers bits de votre clé, et vous allez devoir chercher toutes les clés publiques qui ont ces 6, 7, 8, 9 premiers bits dans votre clé pour faire une signature numérique avec. Ça permet d'avoir un jeu de clés publiques unique par votant, ce qui évite le problème de vote multiple, et ce paquet n'est pas choisi par l'organisateur, donc ça évite de casser l'anonymat. Et c'est un peu la trouvaille que je trouve simple, élégante, qui permet de faire un vote en ligne, juste avec des signatures en cercle, et en échantillonnant d'une manière intelligente des clés publiques pour toujours avoir un temps de calcul raisonnable dans ce système. Et enfin, le troisième, c'est ce que j'avais décrit plus haut, c'est qu'il faut garantir le secret du vote jusqu'au dépouillement, et donc on va utiliser un système d'El-Gamal pour chiffrer le bulletin de vote. À ceci près que je suis toujours, moi, 100%, enfin, j'ai l'impression d'être toujours décentralisé. Donc, vu qu'il y aura des nœuds Condorcet qui sont là pour faire l'acheminement des données, vérifier les données, faire les dépouillements, vérifier tout ça, et ben ces nœuds, on peut aussi les choisir. C'est-à-dire que l'utilisateur peut dire que celui qui va choisir qui va dépouiller son vote, en fait. C'est ça qui est important, c'est plutôt que de forcer l'utilisateur en disant c'est 4 personnes ici qui vont dépouiller le vote, comme ça se passe avec le système de vote de la Poste en Suisse. On ne choisit pas qui va dépouiller, donc s'ils se mettent d'accord les 4, et ben, ils dépouillent avant tout le monde. Nous, avec Condorcet, on va pouvoir choisir à qui on donne la responsabilité de dépouiller notre vote, en désignant les nœuds Condorcet en disant toi, toi, toi et toi, je chiffre avec El-Gamal par rapport à tes clés, et seules ces 4 personnes pourront, ou 5, 6, nœuds qu'on a choisis nous, pourront dépouiller à la suite. Donc c'est ici ce que j'ai décrit, et donc là on a, vous voyez à la fin, un tableau de vote. Un tableau de vote, c'est donc un vote qui est chiffré. Les premiers bits utilisés lors du vote, c'est-à-dire est-ce que c'est 0, 1, 2, 3, enfin est-ce que c'est 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 par exemple, la signature du vote, la liste des clés publiques utilisées, la signature des clés publiques utilisées, excusez-moi, puisque la liste des clés publiques est directement donnée par le nombre de bits qui doit matcher avec votre clé et la liste des clés publiques, ainsi que la clé utilisée pour les nœuds pour pouvoir chiffrer et déchiffrer plus tard. Et ainsi de suite. Et donc voilà le système Condorcet expliqué. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment relativement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des systèmes de chiffrement extrêmement complexes. C'est littéralement une signature en cercle avec un échantillonnage malin des clés publiques pour s'assurer du vote unique et anonyme des personnes, couplé avec un algo asymétrique pour pouvoir garder le secret du vote jusqu'au dépouillement, tout ça en étant totalement décentralisé. Maintenant, si vous voulez un petit point sur ça, j'ai fait une première tentative de créer, on va dire, tout ce protocole disponible en ligne, en Kotlin, c'est toujours, voilà, ça a plutôt bien marché, mais je me suis retrouvé face à un problème, c'était que mon implémentation des rings signatures que j'avais trouvé sur Internet utilisait un oracle aléatoire. Autrement dit, la fameuse pierre sur laquelle repose Condorcet, qui est que pour les mêmes données d'entrée d'une signature, j'ai la même signature, c'est-à-dire pour le même vote, liste de clés publiques, clés privées, j'ai le même signature en sortie. Ça ne marchait pas, parce que moi, dans mon implémentation des clés de signature en cercle, il y avait de l'aléatoire qui arrivait dedans. J'ai fait une recherche après Internet et je me suis rendu compte que ce que j'utilisais était totalement dépassé depuis plusieurs années et qu'il y avait aujourd'hui pas mal de recherches, dont certains qui avaient réussi à trouver des algos de signature en cercle qui ne faisaient pas apparaître des oracles aléatoires dedans. Donc je suis, on va dire, plus ou moins pas bloqué, mais là je dois aller chercher les algos de dernière génération qui n'ont aucune implémentation industrielle pour en gros aller industrialiser moi-même ces algos-là afin de faire avancer Condorcet. Donc c'est quand même un gros boulot que je compte faire. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas si vous avez des recommandations ou de l'aide à donner, je suis preneur. C'est un gros projet qui fait appel à des connaissances assez pointues que je n'ai pas non plus forcément à jour sur les domaines de signature numérique ou autre.
Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.